qu'étant donné que c'est la troisième fois que ça arrive d'une certaine manière, le fait que la mort s'immisce en fait dans mes relations amoureuses, ça crée déjà un questionnement sur pourquoi est-ce que la mort revient. Bienvenue dans Être soi à deux, le podcast qui vous libère de vos peurs dans la relation à deux. Je m'appelle Ludivine Jarry, ma passion et ma joie est de vous accompagner dans vos relations sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales. Préparez-vous à des prises de conscience et à recevoir des outils pour vous libérer le cœur et l'esprit. Allez, c'est parti! Merci Samy d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de l'amour, de la mort, deux sujets qui paraissent complètement opposés et qui pourtant font partie d'une même pièce. Alors Samy, tu es marocain et je te laisse la parole pour te présenter. Merci, donc absolument, donc Samy, marocain. Donc j'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 17 ans, qui me suis toujours considéré comme une personne pacifiste, qui n'ai jamais voulu, être violent dans ma vie au quotidien, violence verbale ou physique, et qui du coup a souffert très jeune de harcèlement dans le cadre scolaire. D'harcèlement qui ont duré plusieurs années et qui ont vraiment construit qui je suis en fait. Par rapport à mon rapport à l'autre. Puis en parallèle, j'ai eu un accident de vie dans la mesure où, vers mes 15-16 ans, j'ai été victime d'attouchement sexuel par un inconnu. Et donc ça a également impacté le rapport à mon corps et le rapport à ma sexualité. Dans la mesure où, à cet âge, en tout cas au Maroc, j'étais encore un individu, je dirais pas asexué, mais en tout cas qui n'avait pas de dimension sexuelle. Je n'avais jamais eu de sexualité et pour moi c'était un non-sujet. Donc voilà, donc c'était une introduction un peu particulière. Comme je disais, la mort s'est immiscée dans 3 de mes relations de manière inattendue. Et forcément, progressivement, ça m'a amené à me poser des questions. Ouais. Donc la première fois, c'était la relation avec une de mes copines. Et puis suite à la crainte d'une grossesse, cette dernière a fait une tentative de suicide. Ce qui a donné lieu à l'appel des secours, hospitalisation, et après prendre soin d'elle durant toute sa phase de repos. La deuxième fois où j'ai été confronté à la mort, c'est du coup avec une autre copine. Suite à mon désir de mettre fin au couple, j'ai subi un chantage suicidaire qui avait une forme extrêmement simple. C'est si tu me quittes, ou en tout cas si tu pars, si tu ne viens pas, je me jette. Et ça a duré pendant facilement 1 mois. Et ça a été extrêmement douloureux dans la mesure où c'est un peu le chat de Schrödinger. On ne sait pas si elle est vivante, on ne sait pas s'il est mort. Et c'est horrible en fait d'être tenu par ce fil ténu qu'est la mort. La dernière fois, c'est encore quelque chose de très différent. C'est avec également une copine. Au tout début de notre relation, un membre de sa famille est mort. Et du coup, ça m'a de nouveau confronté à la mort et à son impact sur mes relations amoureuses. C'était donc la dernière relation. Absolument. Et puis c'était sa mère, on peut le dire, parce Absolument, que c'est quand même une personne très proche. Et ça l'a plongée dans une forme de dépression. Qu'étant donné que c'est la troisième fois que ça arrive, d'une certaine manière, le fait que la mort s'immisce en fait dans mes relations amoureuses, ça crée déjà un questionnement sur pourquoi est-ce que la mort revient. Moi, j'avais parlé du mauvais œil, de se dire cette croyance que j'ai pas de chance. Absolument. En amour, c'est ce que tu disais aussi, c'était vraiment tes mots, que j'ai pas de chance en amour. Est-ce que c'est injuste ? Absolument. Ouais, donc il y a vraiment une forme de colère derrière, à l'intérieur de moi. Moi, j'aurais pas le droit. La mort m'empêche de vivre mes relations parce que là, on est en train de parler de tes 3 dernières relations. Absolument. Et les 3 dernières, c'est ça qui est atypique quand même.
les 3 dernières ont enchaîné des choses au-delà de la mort. Il y a eu quand même une forme de violence. En fait, c'est plus ça qui est choquant. Oui, en tout cas, je pense qu'il y a quand même, comme je l'indiquais, un questionnement profond sur pourquoi est-ce que la mort réapparaît. Et j'ai l'impression en fait que j'ai besoin pas de trouver une réponse, mais d'essayer de comprendre. Pour ensuite te permettre de te lancer dans d'autres relations. Alors, on va essayer de répondre à cette question. La mort dans le sens violence, oppression, contrainte, c'est plus ça. Parce que moi, la mort, dans mes croyances, c'est pour moi synonyme de libération, de transformation, de lâcher prise, d'amour inconditionnel. Alors, tu vois, on est comme dans 2 mondes différents. Bien sûr. Mais par contre, celle que tu as traversée, c'est vraiment le côté vibratoirement bas où la mort est connotée comme la fin, comme le néant, comme la négation. Ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que tu mets derrière, toi, ce mot mort? La négation de la vie. Mais La négation de la vie. C'est un peu aucun d'entre nous est immortel. Et la mort finit par arriver. Pour des raisons X, Y ou Z, la mort est accompagnée et la mort des personnes qu'on aime est une chose probable et plausible. Là, dans ces 3 relations, ou en tout cas peut-être davantage dans les 2 premières en effet, c'est ce que je disais en fait, la mort est rentrée par effraction, mais surtout la mort a été un trauma et a été vécu comme une violence subie au fin fond de soi. Dans la mesure où en fait c'est extrêmement violent en fait de mélanger cette chose qui est extrêmement belle et qu'on appelle l'amour avec cette chose qui peut être parfois extrêmement triste qu'on appelle la mort. Triste et violente. Violente, absolument, et violente. Et lorsque les 2 se mélangent, ça donne un cocktail assez déplaisant, voire même inattendu. Que tu comprends pas. Que je ne comprends pas, absolument que je ne comprends pas. Et surtout, en fait, à l'instant où il est vécu, il est vécu comme un traumatisme, dans la mesure où, en effet, sa compagne fait une tentative de suicide. C'est d'une violence inouïe. Bien sûr. D'un point de vue psychologique, personnel... C'est des choses en fait qu'on n'imagine pas possibles. Puis c'est dans ton intimité que ça joue. Absolument, l'intimité profonde. Et puis voilà, je dirais après forcément, sont aussi un peu responsables. Quand tu es venu tout à l'heure, tu m'as dit que ton plus grand besoin, c'était la liberté. Donc tu vois que tu es vraiment dans ce désir d'âme, de te libérer de tous peut-être ces traumas du passé, ces questionnements, ou alors te libérer de cette part d'ombre qui est encore en toi. Est-ce que tu avais déjà fait le parallèle entre l'agression à 15 ans et puis ces répétitions dans ton intimité après? Non, jamais. Est-ce que tu vois maintenant que ça peut être, juste dans les mots que tu as utilisés, les mêmes mots? Absolument, absolument, parce que ce qui est certain, c'est que c'est l'intrusion d'éléments inattendus, extrêmement violents. Et ce qui est certain, en fait, c'est que c'est des traumas qui résonnent les uns avec les autres. Ton âme, elle revisite d'autres angles, et je me répète, pour que tu puisses intégrer le vivre dans ta chair, dans ton corps, intégrer tous ces traumas et basculer sur « ça y est, j'ai compris » ou « ça y est, maintenant, j'en ai marre ». Ça y est, j'ai fait le tour du sauveur. Ça y est, j'ai fait le tour de la victime. Tu vois, ça y est, maintenant, approved. Je veux passer à autre chose. Et là, je sais que en ce moment-là, même la discussion, elle vient comme te permettre de tourner une page. Donc, ok, l'ancien Samy, c'était ça. Et c'était d'ailleurs hyper intéressant de tester ça. Alors, je parle sous cet angle-là. J'espère que ça ne te choque pas ou que ça ne choquera personne. Mais c'était intéressant de visiter ça et surtout de ressentir ce qu'une victime peut sentir, les traumas, la résilience ou pas résilience, le deuil ou le non-deuil. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait un refus de faire le deuil. C'était intéressant, ça aussi. Ce qui est certain, c'est que je me suis toujours dit qu'il y avait peut-être 2 manières de voir les choses. Soit on se dit c'est une succession d'accidents aléatoires et on doit le vivre ainsi.
Et donc, en effet, ne pas chercher le sens global de la chose. Et soit on se dit, on a vécu ces choses, elles nous sont arrivées. D'accepter le fait que ces expériences, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elles me sont arrivées, mais elles me sont arrivées. Donc j'ai le devoir de les déconstruire et d'essayer de trouver le sens global de la chose et dans quelle mesure est-ce qu'elles me permettent d'aller de l'avant dans la vie. La question du pourquoi ça m'est arrivé, c'est toujours la victime qui pose ça, tu vois. Le pourquoi, en fait, il nous renvoie, la question elle-même nous renvoie dans cette injustice. Utiliser une autre manière de questionnement. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Comment ? Tu vois, ce type de question, le qu'est-ce que, le quoi, il va t'ouvrir à beaucoup plus de puissance personnelle et il va te permettre de changer ce paradigme. Parce que tu m'as parlé d'un vrai changement dans tes questionnements. Qu'est-ce que le couple traditionnel ? Qu'est-ce que le futur couple, enfin le couple que moi j'ai envie de créer ? On sent que tu es dans un espèce de pivot en ce moment dans ta vie. Observe la partie de toi qui se victimise, qui a aussi tendance à se culpabiliser. Ça te parle, la culpabilité, j'imagine. Ça va ensemble. Parce que dès que tu poses la question du pourquoi, eh bien, tu rebascules dans cette identité qui aujourd'hui n'a plus d'utilité parce que tu as le désir, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, de t'en libérer. Parce qu'on va expérimenter des traumas, cette limitation de pensée, de sensations et d'émotions, ça va nous permettre d'avoir le plaisir de redécouvrir la lumière. C'est ce que tu es en train de faire. Absolument. C'est un peu perché quand même. C'est perché, mais c'est très je trouve juste. ça un peu pervers, personnellement, mais j'ai pas meilleure explication que celle-là. On oublie notre lumière en s'incarnant et après on passe notre vie à se rappeler qui on était. Ce qui est certain, c'est que la société dans laquelle on vit nous impose des carcans. Oui. Et qu'on peut imaginer que ces carcans sont autant de parasols qui nous cachent du soleil, de la lumière, ouais. Et qu'on apprend progressivement à les ôter un par un. Ouais. Et en effet, c'est très juste. Enfin, on est dans une quête de lumière et chaque expérience dure ou positive peut nous aider à nous rapprocher de cette lumière. Lorsqu'on est confronté à la mort, mécaniquement, on est un peu moins libre. Parce qu'on a des devoirs, parce qu'on doit agir d'une certaine manière, et parce qu'il y a plein de rituels en fait, qui entourent la mort. Et donc en effet, la mort est... La mort nous enlève notre liberté, quoi. Elle nous limite. Tu vois, ça c'est une croyance. Excuse-moi, tu vas me dire, mais non, c'est bien factuel sûr. Et tout ça. Mais ça reste quand même de l'ordre d'une pensée qu'on peut questionner, c'est que la mort nous limite. Alors, ça c'est intéressant. En quoi cette croyance, écoute bien, en quoi cette croyance que la mort me limite te protège-t-elle ? Ah, c'est bizarre, j'ai tout retourné là. En quoi ? Parce que quand on a une croyance, peu importe la croyance, si on a cette croyance, c'est qu'elle nous est utile. Si elle nous est utile, c'est qu'elle nous sert à quelque chose. Quand on a des types de croyances du type peur, ça c'est quand même une croyance qui fait peur, non ? La peur, la mort nous limite. Forcément, elle aura comme utilité de nous protéger, de nous sécuriser. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'elle sécurise ? Qu'est-ce qu'elle protège ? Quelle est la partie de toi que la mort protège ? Aucune. Et pourtant, elle doit protéger quelque chose. Sinon, cette pensée, elle doit avoir une utilité. Sinon, elle ne serait pas utilisée. Elle ne serait même pas dans ton système de pensée. Alors, oui, dans ce sens, en effet. Donc, je pense qu'elle protège ma capacité de résilience. C'est en me disant cela, enfin que la mort nous limite absolument. Ça m'aide à être résilient parce que ça me pousse, ça m'amène à essayer de très vite retrouver une vie normale. Et donc, comme dans une forme de déni. Oui, c'est une forme de déni. La mort me permet d'être dans le déni. Elle me protège. C'est ça, il y a un déni de l'événement. C'est-à-dire que très vite, l'événement n'a pas existé. Ou en tout cas, on le cache au fond de soi. Et il y a une pulsion de vie, en fait, mais qui fait suite à la pulsion de mort. Ça, ce que tu es en train de me dire, c'est la conséquence. Absolument, tout à fait. C'est la conséquence. C'est pas la cause.
Tout à fait. Il y a un truc qu'elle protège. Et généralement, elle protège une très grande peur. Qui est complètement inconsciente, hein, Samy. Hein, je sais, hein, on est dans un truc... Ouh. Ouais. Là, ça tangue. Ouais, là, ça tangue. Hein, tu vois, alors, c'est pour ça que moi, je ferme beaucoup les yeux. C'est pour vraiment rentrer, se connecter à soi, pour s'apaiser, être dans le moment présent. Rappelons-nous que le corps physique, il a été conçu juste pour capter le moment présent. Il n'a pas été conçu pour hyper anticiper, hyper analyser. Il est juste dans le moment présent. Alors, on va le ramener au moment présent. Et elle t'aide, cette mort, à te limiter. Parce que, quelque part, il y a sûrement une peur d'être illimité. Il y a une peur d'être... je me trompe peut-être, mais ça serait logique, quelque part. Il y a une peur de briller, il y a une peur de reconnaître sa pleine valeur, sa pleine puissance. Il y a une peur de qu'est-ce qui se passe si je suis immortelle. Allez, vas-y, t'imagines, là, t'es complètement immortel, je te l'annonce. En fait, Samy, tu es immortel. Tu ne vas pas mourir. Ça te fait quoi comme sensation ? C'est un peu flippant. Ah, ok, alors, pourquoi c'est flippant d'être immortel ? Parce que c'est une énorme responsabilité. Ok, de quoi ? Dans la mesure où, quand on est mortel, même si on fait pas forcément bien les choses, quoi qu'il arrive, il y a une date de fin. Alors quand on est immortel, je pense qu'on a un devoir de justesse. Ok. Donc il y a une pression d'excellence, de perfectionnisme chez toi. Omniprésent. Qui te bloque. C'est ça qui te bloque, c'est pas la mort. Ce qui te bloque, en fait... Alors, il y a tout ça, hein, tu vois, faut tout ramener à son juste titre, mais tu vois que cette pression de... Il faut que... Toujours faire au mieux, être au top. Tu le sens, ça, chez toi ? Absolument. C'est épuisant. Alors, s'il vous plaît, limitez-moi. S'il vous plaît, éteignez ça. S'il vous plaît, en fait, et ça renvoie sûrement à la peur de l'échec, de se tromper, qui est un sacré morceau, en fait, dans nos sociétés. On est terrorisé par ça. On est terrorisé par le fait de ne pas y arriver et évidemment d'être rejeté, abandonné et pas aimé pour ce qu'on est. Il est là le cœur du problème. Cette hyper-exigence que tu as envers toi-même, elle est tellement énorme, tellement fatigante que tu as besoin d'un truc qui te limite. Et c'est pour ça que sûrement dans toutes tes relations, tu as été limité dans l'expérience amoureuse. Parce que inconsciemment, c'est trop de responsabilité de tomber amoureux. C'est trop de responsabilité aujourd'hui de rentrer en relation amoureuse. Et tant que cette croyance, elle ne va pas changer, tu ne vas pas pouvoir profiter du bonheur de cette relation amoureuse que, en fait, tu as envie de vivre. Tu vois ce truc ? Absolument. C'est sûr que le besoin de perfection, si on l'applique à toutes les dimensions de sa vie, dès lors qu'on l'applique à sa relation amoureuse, ça peut vite... je dirais pas complexifier les choses, mais en tout cas, ça peut vite créer une pression par rapport aux actes au quotidien, au devoir, à qui on est, à comment est-ce qu'on agit avec son prochain, etc. En fait, la croyance que tu as, ou la manière que tu as de concevoir la relation amoureuse, elle est écrasante. C'est très juste. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de redéfinir ce que tu penses de la relation amoureuse. Et après de l'incarner. Mais déjà, tu as besoin d'être au clair sur, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma relation amoureuse ? Et pas le faire à travers ses peurs, à travers ses croyances que je suis dans cette hyper-responsabilité des émotions des autres, tu vois ? Et en fait, excuse-moi, mais c'est pas de l'amour. C'est une forme de dépendance, une forme de soumission. T'es soumis à l'autre, t'es soumis aux émotions des autres et pas aux tiennes, en fait. C'est de me rappeler que je ne suis pas responsable des émotions des autres, de me rappeler qui je suis. Tu vois, ça doit être un truc comme ça. Donc, tu es venu avec ce challenge-là, peut-être, dans ta vie. Et puis, c'est exprimé sous différentes formes. Mais on parle bien toujours de la même chose, en fait. Absolument. Alors, aujourd'hui, tu peux regarder en arrière pour comprendre ce qui s'est passé et pour éviter de reproduire les mêmes effets. Comme tu sais que rien n'arrive par hasard et que l'environnement extérieur est juste miroir de toi, alors tout est dit.
Il suffit de savoir regarder avec un autre point de vue tous ces événements et de se dire que tout ça, en fait, c'est quelque part toi qui l'as créé inconsciemment, évidemment. Et que tu vas pouvoir aujourd'hui, si tu as envie, c'est qu'une décision, en fait. Hein. Quand tu comprends que ton système de croyance, il est complètement absurde, en fait, il arrête de fonctionner. Donc, il y a encore une forme de croyance en toi que, tant que tu n'auras pas démantelé la croyance que je suis responsable du bonheur de l'autre dans la relation amoureuse, que je suis dans le devoir de rendre l'autre heureux dans la relation amoureuse, tu n'auras jamais ce que tu cherches derrière tout ça, c'est-à-dire la liberté amoureuse. Ah, c'est très juste. C'est vrai que c'est une énorme responsabilité que de se sentir responsable du bonheur de l'autre et que de se sentir acteur du bonheur de l'autre. Bon, mais tu sais que c'est complètement faux. Absolument. Enfin, je le découvre. Ok. Alors maintenant, c'est important. Alors, peut-être tout ça, tu le sais, mais on a besoin d'aller vraiment voir la partie de toi qui ne le sait pas. Donc, on va vraiment mettre... Là, je vais m'adresser à cette partie-là de toi. Essaye de lui donner de la place. Elle est flippée, elle est terrorisée parce qu'elle s'imagine que si elle n'est pas à la hauteur de tout ça, si elle ne performe pas suffisamment bien, elle ne sera jamais aimée en retour. Ça, c'est sa croyance. C'est-à-dire que pour être aimée, putain, il faut que j'en fasse des tonnes et que je sois le bon machin, le bon nana. Tu m'étonnes que tu as envie de tout péter, que tu as envie de tout casser. D'accord ? Donc, on va parler à cette partie de soi, à cette partie qui croit qu'il faut qu'elle en fasse des tonnes, qu'elle soit hyper exigeante, et lui dire que je t'aime tel que tu es. Et j'aime beaucoup l'image de l'enfant intérieur que tu as peut-être entendu parler. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment s'adresser à ce petit Samy qui a déjà basculé à 7 ans, 7-8 ans, et qui a ses croyances parce qu'il les a entendues, tout simplement, ou parce qu'il est venu avec sur son petit sac à dos, qu'il est responsable des émotions des autres, que pour être aimé, il faut d'abord qu'il soit digne d'amour. Tu vois ? C'est comme si c'est un truc à acquérir, à acheter, à aller chercher. Mais la réalité, tu peux lui dire, parce que ça tu le sais, c'est que ce petit Samy, 7-8 ans, tu l'aimes tel qu'il est ? Qu'il n'a pas besoin de faire des pirouettes, d'être le meilleur élève, d'être parfait, de correspondre, d'être dans ses attentes aussi, pour faire plaisir aux autres. Non, il est déjà parfait depuis sa naissance, depuis toujours, et qu'il est en train de l'oublier. Ton rôle, c'est de lui rappeler à 7-8 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et ça continue. Et c'est comme ça que tu vas réécrire tout ton passé. Juste en allant visiter cette partie de toi qui est flippée et qui croit que les injonctions, c'est de l'amour, quoi. Et tu vois qu'avec ça, on est en train de tout remettre à plat, tous les questionnements que tu avais sur l'ancien paradigme de la relation amoureuse versus le nouveau, versus dans ton boulot, les transgressions, je veux changer le monde, et en même temps, je vois que, en fait, pour changer notre société, on a besoin de changer l'individu. Il y a des mathématiciens qui ont mis en poids des équations. Il paraît qu'il faut 0,2% ou 1% ou un tout petit pourcentage de personnes éveillées, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement alignées, qui ont plus de peur. On peut imaginer des personnes qui ont cette joie, cette vibration permanente pour que toute la société bascule. C'est pas beaucoup, hein ? C'est pas beaucoup. Alors, voilà, tout ça pour te donner d'autres manières de penser, d'autres perspectives, et puis de se dire qu'en fait, la priorité dans tout ça, c'est pas l'autre, c'est d'aller tous les jours, visiter le petit Samy qui est flippé et qui se le dit en permanence comme une vérité générale, comme la Terre est ronde pour lui, que c'est moi qui viens contrôler les autres. Et en fait, tu vas lui dire, non, toi, tu es déjà responsable de toi, de tes émotions, de tes actions, de tes pensées. Et l'autre, il a son libre arbitre et il est responsable de ses propres émotions, de ses propres pensées, de ses propres actions. Ça, c'est à répéter tous les jours, en fait, quand tu sens qu'il y a une peur qui monte. Quand tu sens qu'il y a une injonction, un « il faut que », quand tu sens que tu es dans ton perfectionnisme, c'est là que tu baisses les épaules, tu respires par le ventre, tu peux fermer les yeux et tu peux dire « non mais tout va bien se passer. En fait, je suis déjà parfait tel que je suis.
Il n'y a rien à aller chercher. Et dans cette posture du non-faire, tu vas voir que tu vas générer de la fluidité, du flow. C'est comme si tu te mettais dans le courant, ce qu'on appelle le fameux lâcher-prise. C'est pas que tu lâches le contrôle, non, tu te redonnes le contrôle. Tu vois le truc ? Absolument. Est-ce que ça fait sens ? Comment tu te sens là ? Alors un peu chamboulé, forcément. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est une nouvelle manière de voir les choses, mais qui est également très juste. Et c'est certain, en fait, que la question de mon rapport à la perfection, de la question de mon sentiment selon lequel je pourrais être responsable, en fait, des autres, de leur bonheur. Et aussi, comme tu me le disais, en fait, que rendre son prochain heureux, c'est aussi s'assurer qu'il ne nous fasse pas de mal. Ouais. D'une certaine Et manière. qui nous aime, hein ? Et qui nous aime. C'est comment minimiser les agressions à mon égard. Il y a un peu de ça. Et donc ce qui est certain, et c'est ce que tu dis, c'est que il faut creuser ça, en effet, ce rapport à la peur, ce rapport au sentiment de responsabilité à l'égard de son prochain. Cette manière de vouloir créer des relations plus que parfaites. Je me permets l'expression. Mais ouais, Samy, mais tu peux mettre tout ça à la poubelle. Samy, tu es parfait tel que tu es. Est-ce que tu peux fermer les yeux un instant et puis aller te connecter et voir ce que ça fait de recevoir cette phrase ? Et je vais te dire, Samy, je m'adresse au petit Samy qui a 7-8 ans et je lui dis, tu sais Samy, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Samy, tu es responsable à 100% de tes propres émotions. Samy, c'est toi qui choisis tes émotions. Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir ça ? Dis-moi. Je sens qu'il y a une part de moi qui résiste. Ouais. Mais je sens également qu'il y a une autre part de moi qui comprend et qui a envie d'accueillir ça. Et c'est ça ce travail, c'est observer ta résistance, te dire qu'en fait c'est déjà très bien tout ce que j'ai fait. Tu peux regarder en arrière, observer toutes les qualités, tout ce que tu as fait, tout ce qui était super, baisser les épaules, respirer par le ventre et savoir que plus personne va agresser ce petit Samy parce que tu es là pour le protéger. Ça c'est hyper important. C'est un truc que tu peux te dire aussi, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, maintenant vous êtes deux. T'as le grand, l'adulte, qui est puissant, qui a confiance en lui. Et c'est dans ce duo, dans ce lien d'amour inconditionnel, présent, où il va se sentir entouré, aimé pour ce qu'il est. Et en fait, il va te tester. Hein. Les résistances, ça vient de là. Hein. Moi, je les connais, les adultes. Il y en a qui m'ont agressé. Donc, il va falloir que tu fasses preuve de patience, de persévérance. C'est pas en une fois, si tu as besoin de le visiter plusieurs fois, parce que lui, il a pas confiance encore en toi. Donc c'est à travers ce travail-là, le temps, la présence, l'écoute sans jugement et sans critique, que tu vas arriver à briller et à être libre à 100%. Et tu sais, ça va pas prendre des années. Et tu sais quoi ? Il y aura même pas de souffrance. Il y aura juste des résistances, parfois il y aura de l'inconfort, mais ça n'a rien à voir avec les traumas que tu as vécu avant. Ah, c'est sûr, c'est ce que tu dis. Hein. Je pense que des années d'harcèlement lorsqu'on est très jeune, ça laisse des traces. Et comme tu dis très justement, il y a un peu ce grand Samy qui a envie de protéger ce petit Samy, ou en tout cas se persuader, ou en tout cas essayer de se rassurer en se disant qu'il ne vivra plus jamais ce qu'il a vécu lorsqu'il était plus jeune. Exactement. Et qu'il ne sera plus en situation d'insécurité physique, psychologique et autres. Et donc un besoin de se rassurer. Ou en tout cas de tout faire pour se rassurer. De se rassurer, ça c'est la clé. Et de la compréhension aussi, il a besoin de comprendre pourquoi il est différent. Bien sûr. Et qu'il a besoin d'être rassuré dans sa différence. C'est sûr. Donc, il y a un programme sur l'enfant intérieur. T'as entendu parler de ça ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, bah, je suis refais là. preneur pour que tu l'expliques. Ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est sur 3 semaines. C'est un petit programme pour moi parce que j'en fais des gros sur 6 mois. Donc, celui-là, il donne juste à voir. Et pourtant, il y a tout dedans. C'est que des méditations et un accompagnement, bien sûr. Mais il y a une première étape, c'est la rencontre avec son enfant intérieur où tu viens évidemment te présenter, te dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus le quitter. C'est comme si tu t'engageais, il y a un contrat qui est signé. Ensuite, sécurisation, il y a la sécurité qui est hyper importante, tu l'as dit. Le sécuriser physiquement, mais pas que, le rassurer sur ses qualités, sur son individualité, sur ses différences. Lui dire que, en fait, t'es différent et c'est ça qui est beau. N'essaye pas d'être comme les autres. Oh, s'il te plaît, Samy, reste qui tu es. Donc il y a ce truc-là, ce baume à mettre. Et ensuite, il y a le pardon. C'est-à-dire que tu peux te pardonner, toi, de ne pas l'avoir écouté pendant toutes ces années. Tu vois, l'avoir mis un peu de côté, sa souffrance, ses peurs. Donc il y a espèce de pardon. Et puis tu peux pardonner aussi dans cette même méditation à tes bourreaux. C'est-à-dire, alors j'appelle ça bourreau, mais aux agresseurs, aux gens qui t'ont blessé. C'est toujours très intéressant parce que pour vraiment couper les liens. Et ensuite, tu vas jouer avec ton enfant intérieur. Dernière méditation où tu viens lui redonner sa liberté. L'enfant, il est là pour jouer. Il devrait jouer tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et même grand, d'ailleurs. D'accord ? Donc, et ça, c'est vraiment la fin du programme. Et puis après, il y a des bonus qui t'emmènent sur l'enfant de lumière. Parce que quand ton enfant intérieur est libéré, forcément, vous ne faites plus qu'un après. C'est comme s'il y avait 2 entités avant, un peu schizophrénique, et après, quand les 2 sont libérés, l'enfant, il continue, il reprend sa place d'enfant libre. Et après, on peut utiliser cette image de l'enfant intérieur comme d'un guide. Plein de mes patients visitent leur enfant intérieur sous forme d'enfant de lumière, et l'enfant guide l'adulte. Dire, attention, t'es comme ça. Et alors là, c'est hyper puissant. Et en fait, c'est juste un archétype, l'enfant intérieur. Mais quand on parle de l'enfant de lumière, pour moi, c'est notre intuition, notre higher self, la source, il faut appeler ça comme tu veux. Appelle ça comme tu veux. C'est clair ? C'est extrêmement clair. Généralement, les gens qui font le podcast, je les invite à faire ce programme et ensuite à revenir, intéressant, pour justement voir comment ils se sont sentis, ce qui a changé, pas changé. C'est un travail qui t'intéresserait à faire ? Absolument. Eh bien, écoute. Alors, you are in. Dernière question, comment tu te sens ? Comment est-ce que je me sens ? Comme je l'avais dit, un peu chamboulé. Toujours, ouais. Parce que forcément, on creuse au fond de soi et les blessures. On est confronté parfois à certaines choses qu'on ne s'attendait pas à voir. Mais c'est important de faire ce chemin. Eh bien, écoute, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ou pas ? Peut-être juste un mot, mais oui. Je pense qu'en effet, et c'est ce que je tire un peu de cet échange, ce qui est extrêmement important, c'est en effet de ne pas forcément se concentrer uniquement sur ce qui nous a fait du mal, mais d'essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on arrive à cette situation. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément vu les choses de cette manière. Et d'essayer de comprendre en fait quels sont les carcans, quels sont les schémas, quel est notre mode de vie, en tout cas quels sont nos actes, quelles sont nos pensées limitantes, etc. qui font qu'on s'est retrouvé dans une situation à un certain moment. Ouais. Et comment est-ce qu'en fait, comme je l'avais indiqué, ce n'est pas qu'un accident. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer et il faut essayer d'expliquer l'amont. Oui, et puis il y a une partie de toi qui en demande de ça. Et puis, faut savoir que la transformation, elle n'est pas obligée de se faire dans la violence et la douleur. Ça, c'est important de le dire. Bien parce sûr. Que c'est vraiment une croyance que tout le monde a. On peut se transformer dans la joie. Vraiment. Moi, c'est ce que je fais, je crois, quand même. Ouais, c'est fun. C'est possible. Donc, c'est une expérience qui est valable, mais pas obligatoire. Donc tu peux revisiter ça et même
Vraiment enlever toute cette partie qui a été mal vécue, avec beaucoup de souffrance. La charge émotionnelle peut être revisitée et enlevée, en fait. C'est ça qui est dingue dans ce travail de l'enfant intérieur. Encore une fois, tu ne vas pas changer les faits, mais tu vas changer la charge émotionnelle. Et alors, imagine ce que tu vas devenir en tant qu'adulte si toute ta charge émotionnelle des 10-15 dernières années est modifiée. Pas supprimée, mais neutralisée, transcendée, tu vois. T'imagines ? Absolument. Tu seras plus le même Samy. Ben non, tu seras juste toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, hâte de te revoir une prochaine fois. De même. Au revoir, Samy. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Si vous vous sentez prêt et prête à être accompagné, alors rejoignez notre communauté sur Instagram en tapant Ludivine Jarry tout attaché et cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir gratuitement la méthode pour être soi à deux. Ou sinon, écrivez-moi sur ludivinejarry.fr, ludivinejarry.fr. À très vite!